Sous le bandeau, émission numéro 42. Ben oui, on est de retour cette semaine, après une autre semaine de repos, parce qu'on doit se le dire, on était quand même un petit peu occupé la semaine dernière, puis on s'est dit pourquoi pas de se reposer une petite semaine de plus. Donc, on est de retour quand même. On a fait 3 émissions ce mois-ci, fait que c'est quand même assez intéressant pour vous, nos chers auditeurs adorés. Donc, un grand bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à tous ceux et celles qui commencent à se connecter tranquillement sur notre page Facebook. Cette semaine, on va être uniquement sur notre page Facebook. Une fois l'émission va être terminée, on est capable de recopier ça sur notre page YouTube. Donc, facebook.com/sous le bandeau. Donc, un grand allô à tout le monde. Mon frère Sylvain, comment ça va, Sylvain? Ça va très bien. Il y a une rumeur, semble-t-il, qui dit que nous approchons le 3000 fans sur Facebook. Ben oui, toi. Mais écoute, c'est quand même assez intéressant parce que la semaine dernière, en fait, écoute, la semaine dernière, j'ai fait un message général à tout le monde disant un grand merci on a réussi à atteindre 2000 personnes qui sont abonnées sur notre page Sous le bandeau. Donc, c'était incroyable. J'étais super heureux et tout ça. Écoute, le message s'est tellement rendu loin quand dans une semaine, on a passé de 2000... Attends, on était à 2006 au moment où j'ai fait le message. À 2006, on est rendu maintenant à 2827. Donc, c'est assez incroyable. Ça, c'est tous les gens qui sont abonnés à la page. Puis ceux qui font juste nous suivre, présentement, on est à 3001. Donc, dans pas long, on va faire une autre vidéo, nous trois ensemble, pour dire merci pour 3000 membres. Peut-être qu'on va se rendre à 4000 la semaine d'après. Moi, je pense que c'est ça la stratégie. Ça fonctionne bien à date. Donc, mais écoute, honnêtement, Sylvain, tu penses-tu vraiment qu'on t'aurais pu imaginer qu'on puisse se rendre là un jour? C'est quand même beaucoup, là, 2000 personnes qui écoutent nos émissions périodiquement de maçonnerie. Tu sais, pour nous, petits Québécois, avec un gros accent français, qui ressemble étrangement au vieux français des années 1600. Et c'est quand même excellent qu'on se soit rendu là. Et j'espère qu'on va toujours aller plus loin. J'ai eu vent que certaines obédiences nous font peur que malgré que notre français est limité et un peu, je vous dirais... on n'a pas autant de verbes que nos cousins français, mais que la qualité de nos partages et de ce qu'on peut amener en parlant avec notre cœur fait toute une différence. Alors, merci tout le monde pour ça. Oui, exactement. Donc, un grand merci pour ça. D'ailleurs, la semaine dernière, moi, j'ai fait 2 tenues par Internet. Donc, j'étais présent à 2 places. On a pratiqué la technologie du clonage. Donc, ça, c'était fantastique. Et un des commentaires, en fait, j'ai participé à la loge de la rue de l'Or Kipling et j'ai fait une vidéo pendant 5 minutes pour une allocution parce que le thème était de voir la franc-maçonnerie un peu partout à travers le monde et j'en faisais partie de ces interlocuteurs. Et en même temps, je lisais une planche au Grand Orient de Suisse et au Grand Orient de Suisse, d'ailleurs, on salue le très respectable grand maître là, et le passé grand maître là, Alexandre Rosy qui nous a dit que justement la qualité des Québécois, c'est qu'on était des gens simples, mais avec une profondeur tellement immense. Et il disait même que dans son cœur à lui, qu'il croit que tous les Québécois sont des maçons aussi dans le cœur, parce que c'est comme ça que lui a constaté quand ils sont venus nous voir l'année dernière au Clipsas. Donc effectivement, je trouve ça très gentil. Puis d'ailleurs, on salue nos frères et sœurs là, du Grand Orient de Suisse et la rue de l'Or Kipling Lodge. Donc, ouais. Tu sais, Franco, que les Européens croient ici au Québec, à Montréal, que l'on vit sous terre l'hiver. Hein? Donc, il ne faut pas confondre. En fait, c'est un centre d'achat qui s'appelle les promenades de la cathédrale, ouais, qui sont sous Montréal. Mais on vit pas sous terre, on vit pas dans les igloos et il n'y a pas de sauvages parmi nous non plus. Les peuples des Premières Nations sont là, mais ils ne vivent pas à l'ancienne là, avec les wigwams et les maisons longues et ainsi de suite. Là. Donc, exact. Très civilisé le Québec quand même. Ça ressemble beaucoup à certaines régions de la France même. Exactement. Donc, puis sinon, comment s'est passée ta semaine, mon cher frère, de ton côté? Écoute, nous, le beau temps a sorti. On a eu 2 jours de canicule où il a fait tout près de 39 degrés. Ouais. Donc, ce fut très chaud. Ça fait du bien.
Mais on est content d'avoir l'air climatisé. Oui, c'est ça. En parlant de l'air climatisé, moi, j'ai pas été chanceux, par exemple. Mon air climatisé fonctionne à moitié une fois de temps en temps. Ça va me coûter une coupe de dollars là, pour changer la thermopompe. Là. Mais sinon, moi aussi, de mon côté, on a fait le jardinage toute la semaine dernière. On s'est rendu compte que la laitue dehors à l'extérieur n'est pas contente et on va probablement devoir remplacer les laitues parce que sont très mortes. Mais sinon, le restant fonctionne super bien. Donc, mais merci à la chaleur parce que ça a bien fonctionné. Ça a fait pousser le jardin aussi très rapidement. Donc, cool. Écoute, merci Sylvain. Ma sœur... Allô? Allô, Claudia! Allô, Franco! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Toi, je veux dire, de ton côté, comment ça se passe? Je pense que tu t'en vas en plus en vacances dans pas longtemps. Tu es capable de te reposer de tout ce temps-là tout seul avec Sylvain. Écoute, c'est demandant beaucoup, là. Non, mais je prends des vacances, mais je m'en vais pas en vacances. Je suis en vacances au travail, ouais. Mais je veux quand même être avec Sylvain. Ah, OK. Je pensais que tu prenais en plus une vacance de Sylvain. Là, j'aurais compris, là, tu sais. Mais j'en ai pas besoin. Ah! Tu vois comment qu'elle t'aime, Sylvain? Excellent. Comment ça s'est passé ta semaine, en fait? J'ai eu une belle semaine. Oui? Oui. J'ai sorti plus. On commence le déconfinement depuis la semaine passée. Là, donc, j'en ai profité un peu et puis ça se passe bien. Ça fait du bien un peu d'avoir un peu plus d'action. Oui, écoute, excellent. Puis d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus là, du confinement peut-être dans les prochains instants parce que je sais qu'on a des frères et des sœurs en Europe qui commencent à vivre ce déconfinement-là. Au Québec, c'est un peu plus différent. Puis j'aimerais comme ça quand même vous entendre un petit peu plus là-dessus dans les prochains instants. Mais au moins, c'est bien. Au moins, tu commences à sortir aussi. Tu fais des activités. Moi, en tout cas, de mon côté, je fais aussi des activités de plus en plus dehors. Faut profiter de ce beau temps-là aussi. Donc, excellent. Excellent. Merci. Merci, Claudia. Mon frère Yves, comment est-ce qu'il va? Ça va bien, Franco. Oui. Toi, de ton côté, la période de confinement, comment ça se passe pour toi? Ben, ce sont des journées plus répétitives qu'une tenue maçonnique. Oui, puis il y a moins d'agapes, de ce que j'ai compris. Moins d'agapes partagées, c'est vrai. Place pour la surprise ou pour l'imprévu. Ouais. Moi, je passe beaucoup de temps devant l'écran, tu sais. J'ai les yeux fatigués là, à cause des zooms avec les étudiants. Puis la correction aussi à l'écran. Alors, il faut s'adapter à ce nouveau mode qu'on devrait aussi retrouver à l'automne, ce qui est pas très enthousiasmant pour moi, en tout cas. Mais sinon, ça va assez bien. Puis, je vais dehors chaque jour. On a eu l'occasion, toi et moi, de faire une balade. Et puis, j'en ai fait avec un autre frère aussi dans une forêt. Là, c'était ma première sortie en dehors de Montréal depuis le mois de novembre. Wow! Alors, j'espère que dans les prochaines semaines, je vais aller en nature faire une première baignade. J'ai mes spots, comme on dit en québécois. Ben oui. Mais là, de toute façon, les régions sont toutes revenues ouvertes, là, ce que j'ai compris. Là. Il n'y a plus aucun barrage là, un peu partout au Québec, là, donc on peut se promener un peu partout. Ouais, je pense que le dernier barrage, il est sur la côte nord. Là-bas, il y a des pétitions qui circulent, il y a des pressions pour... je dis ça, je suis au courant parce que je veux y aller, je viens de là-bas, moi. Ouais. Je vais aller au mois de juillet. Mais ils ne sont pas extrêmement favorables à voir les Montréalais arriver là-bas parce qu'ils n'ont pas eu de cas de COVID-19, eux autres. Okay. Comme c'est pas une région touristique, c'est pas comme la Gaspésie ou Charlevoix, ils ne sont pas particulièrement intéressés à voir des Montréalais arriver là pour éventuellement propager provoquer une deuxième vague, là, ce qui est un peu la crainte de tout le monde ici. Oui, je comprends. Mais tu sais, ça va arriver, selon moi, ça va arriver quand même, là, une deuxième vague, là, quoi qu'il arrive. Là, avec un déconfinement, c'est sûr certain que ça va arriver. Mais si on peut le contrôler le plus possible, je crois que ça va être mieux pour les personnes. Mais écoute, tu tiendras au courant si tu peux toujours quand même aller faire ces vacances-là dans la Côte-Nord. Sinon, comme tu dis, tu connais plusieurs spots, donc tu vas être capable de t'en trouver un autre, sinon facilement aussi. Là. Ouais, les spots dont je te parlais, c'est des allers-retours d'une journée. Là, pas nécessairement pour des séjours prolongés. Tu vois. Wow, je comprends. Il est encore tôt pour planifier. Espérons que les choses vont bouger dans le bon sens. Ouais.
Oh, oui, espérons aussi. Ben moi, j'ai vu dans les nouvelles, en fait, que, là, en tout cas, pour ce qui est du Québec, en fait, du Canada, tranquillement, on prévoit déjà de réouvrir les aéroports, les frontières aussi, je pense, pour le milieu juin, si je me souviens bien, ou sinon, c'est le début juillet. Là, donc, je pense que tranquillement, là, tout va être un peu partout déconfiné. Mais il va quand même avoir des nouvelles mesures de protection qui vont avoir place. Mais je pense que d'ici là, début juillet, là, tout devrait revenir dans un certain ordre là, qu'on pourrait dire. Là. Puis ça sera à voir aussi après ça avec la maçonnerie. Là. Peut-être que si on peut faire un segue là, vers les nouvelles. Là. C'est en fait les phases au Québec que nous on a pour le déconfinement. Donc vous pouvez voir, on est en train de terminer la phase 4 qui sont les commerces de détail qui ont été rouverts en fait le 25 mai, sauf dans la région de Montréal. Je crois que ça va être peut-être au début juin. Fabrication manufacturière qui va être qui a été faite le 25 mai, les musées, les bibliothèques le 29 mai. Et là après ça, on a la phase 5. Donc la phase 5 qui est les soins de santé, professionnels thérapeutiques. On parle des soins esthétiques, des centres commerciaux qui vont commencer à réouvrir, les hébergements, les campings, les activités touristiques. Puis ça, on parle peut-être durant le mois de juin. Là, après ça, la phase 6 n'a pas été encore identifiée. Les camps de jour, les piscines, les restaurants, d'autres centres commerciaux, les équipes de sport extérieur, les centres d'entraînement d'excellence. Puis par après, phase ultérieure, ça veut dire que là, on parle vraiment qu'on c'est pas encore défini. Et là, on parle des lieux de culte. Les lieux de culte, ça va inclure aussi les temples maçonniques. Puis moi, je voulais voir avec vous comment vous prévoyez ça au Québec. Parce que là, présentement, j'ai regardé, je regarde, je sais pas si vous voyez présentement ce plan-là qui vient du site du gouvernement du Québec. On parle de phase ultérieure. Mon Dieu, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Croyez-vous vraiment qu'on va avoir de la maçonnerie un jour au Québec ou finalement on va prévoir ça pour 2021? Parce que présentement, avec cette phase-là qu'on voit, la phase numéro 6, c'est pas prêt d'arriver pour tout de suite. Là. Ultérieur, ça peut aller très loin. Là. Oui. Il y en a qui parlent même de septembre et même plus. Donc, il y a des églises qui vont en arracher, des temples maçonniques aussi. Ici, on ne peut pas se réunir. Mais heureusement, au moins avec la technologie, avec Zoom, maintenant, on peut faire des tenues maçonniques, mais c'est jamais comme des tenues en loge. Et l'autre chose aussi, on ne peut pas initier par Zoom. Hein? Non, c'est ça. T'sais. Mais ça va faire en sorte qu'on va avoir des tenues par Internet pour peut-être le maintien de planches et tout ça. Mais sinon, pour le fait de se rencontrer en personne, moi j'ai l'impression que ça sera peut-être même pas d'ici 2021. Toi, Yves, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de votre côté? Tu crois-tu aussi qu'avec l'annonce du gouvernement, on risque de se voir au mois de septembre ou ce que tu as entendu, peut-être ça peut être plus loin que ça? Non, j'ai rien entendu de différent, mais je pense qu'on va avoir des possibilités de rassemblement intérieur, mais avec des limites, tu vois. Ça me surprendrait beaucoup que dès septembre, ça soit illimité à l'intérieur, quand on sait que les collèges et les universités vont fonctionner beaucoup à distance et qu'ils vont mettre toutes sortes de mesures de distanciation sociale pour les cours indispensables en présentiel. Ouais. Alors, je pense qu'on va avoir possibilité de se réunir, mais avec une limite de participants. Alors, n'oublions pas, 3 la dirige, 5 l'éclaire, 7 la rend juste et parfaite. Alors, j'ai envoyé un bulletin à nos membres il y a 15 jours pour parler justement de la différence entre les petites loges, les petites obédiences, les grandes loges. J'avais un point de comparaison d'une loge à Bruxelles qui possède 200 membres. Nous, quand on a commencé les Amis réunis, on était 11. Hein? Alors, c'est pas la même chose, bien sûr, de travailler à 11 que de travailler à 200. Ouais. Mais il y a possibilité de se concentrer sur ce que nous faisons et de faire du travail maçonnique en petits groupes, peut-être en établissant une formule de rotation aussi pour permettre à tous les membres d'une loge de se retrouver. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, peut-être à l'exception du Vénérable Maître. Donc, tout ça pour dire qu'il y a moyen d'explorer des formules alternatives, tout ça en maintenant les zooms pour des planches. Mais je crois que ne pas reprendre physiquement à l'automne, en petits groupes,
ce serait dommage. Il ne faut pas abdiquer, il faut être créatif. Et si la possibilité nous en est donnée légalement, ben nous, on va le faire. Oui. Puis tu vois, nous autres, il y a un moment donné, entre quelques discussions, on a même eu des idées, même de faire... tu sais, dans le temps, quand on parlait de la maçonnerie, ça se faisait à l'extérieur aussi. Là, donc, il pourrait peut-être avoir même des endroits qu'on peut se ramasser ensemble dans un nombre limité selon la loi, selon en fait les restrictions qu'on a présentement du gouvernement. Tu sais, qu'on parle de 10 présentement pour le Québec par groupe. Ce serait quasiment même possible, peut-être qu'on se fasse des petites rencontres à l'extérieur, comme les maçons le faisaient avant. Là, quand, avec tous les symboles de la maçonnerie, mais là, on pourrait les reproduire dans la nature aussi. Là, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisageable là aussi. Il faudrait peut-être penser à créer des liens familiaux entre nous avant, parce que pour l'instant, c'est 10 membres, mais provenant de 3 familles. Alors, il y a cette contrainte-là qui nous est difficile à respecter, mais... Ouais, ben écoute, mon frère, la maçonnerie, c'est une famille, donc ça compte pour un en tant que tel. Donc, la famille, disons, de la Grande Loge Annie, la famille du Grand Orient du Québec, ça fait 2 familles. Moi, c'est comme ça que je vois ça aussi, là. Bon, ben, je vois malin demi, comme on dit. Mais ouais, donc, en tout cas, mais je pense qu'il y a des solutions qui sont présentes quand même pour maintenir quand même une certaine maçonnerie, mais comme tu dis, je pense que pour le moment, probablement, le Zoom va être encore assez qui va être assez dominant là-dedans. Même pour les écoles, tantôt on parlait des écoles, je crois que les écoles, le retour à l'école physiquement, c'est pas avant 2021, c'est ça? Ben, disons, au collège où j'enseigne, il va y avoir des cours en présentiel. OK. Mais c'est une négociation en ce moment entre le gouvernement et la Fédération des cégeps et puis le Conseil des universités, parce que c'est évident que tous les cours ne peuvent pas être donnés à distance. Hein? Ouais. Alors, il va falloir du présentiel. Alors, c'est une négociation. Il y a des formules hybrides. Là, le gouvernement en a présenté quelques lignes cette semaine, soit 30% ou 50% des étudiants qui se présenteraient au collège. Ça me surprendrait que ça aille jusqu'à 50%, mais ça me surprendrait aussi que ça soit moins de 30%, 25-30%. Parce que, par exemple, dans le collège où j'enseigne, 10% des étudiants à peu près sont dans des programmes techniques. Et les programmes techniques requièrent des laboratoires, requièrent du matériel que le collège dispose. On ne peut pas apprendre un arpenteur géomètre à faire son métier uniquement en ligne. Oui. Un ambulancier, manipuler une civière, administrer des soins d'urgence, c'est pas possible. Alors, il y a des programmes techniques qui requièrent du présentiel. Et puis, par contre, pour les cours dits théoriques, français, anglais, philosophie, sociologie, psychologie, sciences politiques, on pourrait en faire une longue liste. Là, je crains qu'on va être condamné à faire du Zoom pour longtemps. Tu sais. Ouais. Donc, on pourrait même rester sur le moyen terme. Là. Ça pourrait même devenir permanent. Et pour moi, ça, c'est une crainte. Parce qu'on serait sur le plan pédagogique. Comme Sylvain disait, c'est pas la même chose une tenue maçonnique et une tenue Zoom. C'est évident qu'une classe de philosophie ou de littérature, c'est pas la même chose en vrai qu'en ligne. Ouais, c'est ça. Puis en gros, juste pour revenir vite là, avec les gens qui nous écoutent présentement sur notre page Facebook, on a Yann qui dit... en fait, dans le chat, en ce moment, mon atelier, les réunions d'apprentis se font dans un parc en plein air. Donc, c'est bien, ça, c'est excellent. Donc, au moins, il y a une certaine ouverture d'essayer de lâcher un peu l'Internet, là, justement, puis de revenir à une chaîne d'union le mieux qu'on peut entre nous, là, toujours avec une certaine distanciation, mais au moins, il y a un certain mouvement qui s'en va vers ça. Donc, excellent. Ouais. Sinon... aussi, on salue Pierre qui est là, qui est un membre Patreon. Dominique aussi, Ronan qui nous écoute. Même Ronan, il dit bonjour à tous, vous êtes des durs, c'est le lancement de SpaceX. Mais écoutez bien, là, moi le SpaceX, là, moi je vais vous le dire, ça va marcher aujourd'hui. La première fois, ça n'a pas fonctionné. Là, je pense que c'était hier ou avant-hier qu'ils ont essayé de faire le lancement. Mais aujourd'hui, c'est sûr et certain que ça va fonctionner. Donc, pas besoin de regarder ça. Venez écouter l'émission Sous le bandeau. On va vous donner autant de nouvelles qu'une navette qui va partir. Ça, je vous le dis
de suite. Ça va être fantastique. Sinon, dans les autres nouvelles là, que je voudrais peut-être partager avec vous, il y a eu quand même quelques phases de grabuge qui sont passées avec des temples maçonniques. Donc, juste pour je vais vous le montrer aussi. Attendez juste un instant. Voilà. Donc, il y a eu quand même en France des saccages de temples maçonniques. Donc, le temple de Serrières en Ardèche, qui abrite 2 loges de la GL-AMF, a été saccagé la semaine dernière. Déjà tagué il y a environ 2 ans. Mais alors uniquement sur ses murs extérieurs. Les vandales sont cette fois-ci intervenus beaucoup plus violemment. Donc, ils ont un peu détruit plusieurs choses. Là, je ne sais pas si vous voyez présentement les photos, là, mais c'est quand même assez grave, là, qu'est-ce qui s'est passé. Là. Tu vois, même encore au 21e siècle, on voit du grabuge puis de la violence contre les francs-maçons. C'est un peu triste de voir ça, en fait. Donc, il y a eu ça dernièrement en France. Puis en Martinique, on a aussi détruit des statues qui étaient à côté d'un temple maçonnique, en fait, à Fort-de-France. Et l'autre sur la commune de... je m'excuse, là, je vais peut-être massacrer le nom, là. Schœlcher, si je me souviens bien, si je vois bien. Je peux donner une précision, Franco? Oui, vas-y. Ben, Victor Schœlcher, c'était un franc-maçon du Grand Orient de France qui a signé le décret abolissant définitivement l'esclavage en France, dans les colonies, incluant la Martinique, en 1840 quelque chose, là, je ne voudrais pas dire une bêtise avec la date, mais c'est au milieu du 19e siècle. Donc, c'était un franc-maçon qui s'était beaucoup illustré dans l'effort d'émancipation, les chaînes de l'esclavage, et c'est un des beaux faits d'armes du Grand Orient de France et de la franc-maçonnerie en général d'avoir travaillé à ça. Et c'est dommage, effectivement, que ces statues à Victor Schœlcher aient été vandalisées, on ne sait pas par qui, là, à toutes les informations sur les... Pas vraiment, on parle juste de présentement que ça a été détruit. Puis quand on parlait de l'abolissement de l'esclavage, ils disent que il y a eu il y a 172 ans, donc de tout ça, et que Victor il a été initié en 1822 à la loge du Grand Orient de France, les Amis de la Vérité. Donc, mais c'est le plus d'informations que j'ai présentement. Okay. Franco, c'est commis par le cortège des fous de Dieu, là, donc... Le plus fou, c'est que ces gens-là sont convaincus qu'ils font le bien, là, que, ils libèrent le peuple là, de satanisme et de gens méprisants à l'endroit de la société, alors qu'on fait tout le contraire. Mais eux sont convaincus qu'ils font le bien en faisant ça. C'est vraiment dommage. Ouais. Donc c'est ça. Je veux dire, durant cette période de confinement-là, on a quand même un peu de saccage envers envers la franc-maçonnerie et tout ça. Je trouve ça un peu triste. Franco, ici, on a eu notre saccage au Québec aussi, puisqu'il y a eu une liste des francs-maçons publiés, des francs-maçons québécois. Il faut dire que 85% de cette liste-là est complètement fausse, puisque au Québec, c'est principalement la maçonnerie moderne qui est beaucoup plus présente, donc qui comporte environ 4000 maçons, et les femmes ne sont pas admises dans la maçonnerie dite moderne. Alors, il y avait plein de noms de femmes dans ça, et il y avait plein de personnes connues aussi, même des criminels québécois qui en faisaient partie, mais ces gens-là n'ont jamais fait partie de la maçonnerie. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est autoproclamé le détenir cette liste-là, puis qui a publié ça. C'est complètement dérisoire. Et on devrait être insulté que notre nom, Franco, ne soit pas dans la liste. Oui, moi, je comprends rien là-dedans. Je comprends absolument rien. Pourtant, on m'a déjà identifié comme le maître des Illuminati. Je comprends pas pourquoi je suis pas dans cette liste-là. J'étais un peu déçu. Mais en fait, c'est bien que tu emportes cette nouvelle-là aussi, Sylvain, parce que c'est une dame. En fait, ça a passé au 98.5 FM à Montréal. Il y avait une chronique qui se passait sur les théories du complot qu'on a présentement, parce que vous le savez, avec tout ce qui se passe avec le COVID, tout ça, il y a des gens qui, en bon québécois, ont des casques de folle. Quand je dis souvent les casques de folle, les petits casques de métal, là, qui croient que, en fait, la CIA nous écoute et tout ça, il y a des gens qui exagèrent beaucoup avec tout ce qui est le 5G, le supposément Bill Gates qui est là pour nous mettre des vaccins avec des puces, puis
écoute, c'est rendu fou là, comment que les gens réagissent. Et il y a une dame sur Twitter, on peut la rejoindre sur Twitter, en fait. Là. Elle s'appelle Aline Lafont et c'est elle, on l'entend intégralement faire son commentaire au 98.5 qui explique que tout ce qui se passe présentement avec le coronavirus, c'est relié avec les francs-maçons. Les francs-maçons qui veulent dominer le monde avec Bill Gates, qui veulent implémenter la puce et tout ça. Et là, je trouve ça... moi, je riais. Ben là, vous voyez mon bras aussi. Je sais pas si vous avez remarqué ici. J'ai un petit point rouge. Là, ça, c'est ma puce que je me suis fait implémenter. Là, je vais vous dire. Là, non, je me suis juste blessé. Mais tout ça pour dire que cette femme-là disait durant une entrevue du 98.5 FM qu'elle avait une liste de membres. Puis là, elle nommait même l'animateur en question qui parlait de cette chronique-là qui était franc-maçon. Et là, il a dit, mais ça n'a aucun sens, je ne suis pas franc-maçon, pourquoi que mon nom est là? Et quand on regarde la liste, finalement, on ne sait pas d'où ça vient, cette liste-là. Et selon moi, c'est tout simplement des noms qui ont été mis puis qu'on croit qu'ils sont francs-maçons, tu sais. Mais c'est de la pure spéculation, il n'y a aucune preuve là-dedans. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, c'est les gens qui vont croire ça, tu sais. Ça revient à comme une business, tu as une clientèle pour ça, une clientèle de conspirationnistes. Puis tu sais, Sylvain, on le dit souvent, on est des anciens conspirationnistes, on est capable de reconnaître un peu qu'est-ce qui est le vrai du faux là-dedans, tu sais, puis comment être un chercheur de lumière, tu sais, puis de chercher la vérité là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, sur cette liste-là, tu dis qu'il y a probablement 85% qui est faux. Moi, selon moi, c'est 100% qui est faux, tu sais. Je veux dire, ça fait juste aucun sens, tu sais. Comment tu peux confirmer probablement que ces gens-là sont francs-maçons ou non? Il n'y a aucune liste de maçons qui est publique de toute façon. Fait qu'on peut pas voir ça. Puis il y a tellement de loges, il y a tellement d'obédiences, ça veut dire sur cette liste-là, il faudrait réussir à contacter toutes les obédiences du Québec, d'une manière ou d'une autre, puis de réunir ça ensemble. Puis en plus, c'est pas capable de différencier les maçons modernes puis les maçons du côté libéral. Donc moi, selon moi, ça fait juste aucun sens. C'est juste de l'entertainment. Ça fait la même chose que quand on regarde des articles qui viennent de potins, en fait, de sites web un peu douteux qui rajoutent un écart, un compas juste pour avoir plus de clics. Bon, selon moi, c'est ça qui se passe présentement. Mais c'est juste que là, on réunit tous les autres sujets de conspiration, parce que là, on voit le corona et tout ça, puis là, on veut générer de la peur, parce que pour moi, ça revient encore au sujet de la peur. Tu sais, l'ordo Abkao, on génère de la peur là-dedans, puis là, les gens s'insurgent, puis là, ils vont commencer à faire du grabuge, comme qu'on va voir dans les temples et tout ça. Fait que selon moi, c'est quasiment, tu sais, inciter à de la haine, tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ça. La haine. Oui. Parce que ça va persécuter les francs-maçons. Il y a des gens, tu te souviens, il y a quelques années, le grand maître de la Grande Loge du Québec a été attaqué sur les lieux de la Grande Loge, là, puis il a été battu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça veut-tu dire que, puisqu'on nous voit là, à l'écran, il y a des gens qui vont s'attaquer à nous, qui vont s'en prendre à nous pour nous violenter? Oui. C'est inquiétant, puisque c'est vraiment de la haine. Ouais. Dans cette liste, il y a toutes sortes de personnalités publiques. Il y a Pierre-Carl Pelado, donc je ne suis pas sûr qu'il est inquiet. Puis, ce qu'il faut répondre, c'est que si Pierre-Carl Pelado était avec nous en franc-maçon, je ne suis pas sûr qu'on soit encore locataire ou sous-locataire de nos temples. Là. On aurait un peu plus de moyens. Oui, mais c'est ça. C'est une liste, comme l'a dit Sylvain, qui est arbitraire et qui essaie de faire croire que l'establishment économique et politique du Québec est mêlé à la franc-maçonnerie et aux Illuminati. Donc, c'est ça principalement leur critère, c'est d'associer l'establishment à la franc-maçonnerie. Donc, tous ceux qui sont dans la banque, dans la finance, dans la classe politique dirigeante, ils sont soupçonnés d'être francs-maçons. Voilà. Oui, puis tu sais, la preuve, même toi, Yves, là, t'es le chef local des Illuminati, là, selon certains sites web aussi, là, tu sais. Ça, on a eu la preuve aussi de ça dans le passé, là. C'est moi qui décide ce qui se passe au Québec. Oui, t'es le chef, en fait, de l'intelligence artificielle, à ce que j'ai compris. Je décide aujourd'hui que l'automne prochain, il n'y aura pas d'enseignement à distance dans les collèges, dans les universités. Alors, vous avez un scoop. Là, tu sais que si ça arrive pour de vrai, Yves, il y a quelqu'un qui va quand même avoir pris le segment pour dire, vous voyez, là, il niaisait, mais c'était vrai en réalité. C'est incroyable, là, un peu comme un film de science-fiction. Ils ont fait ça plusieurs fois déjà. Ouais, c'est ça. Dans le chat, on a Renan qui dit les francs-maçons seront toujours les boucs émissaires. Oui, effectivement, on est...
On sert à ça, finalement. Le pire, au Canada, ici, là, ce sont des mouvements chrétiens fondamentalistes là, qui sont au pouvoir et qui contrôlent les gouvernements ici. C'est même pas la maçonnerie. Donc, c'est complètement... on attire l'attention ici, puis on vous envoie regarder par là. Regardez les francs-maçons, c'est eux les méchants. C'est là qu'est le problème, mais en fait, c'est pas là du tout qu'il est. Là. Ouais. Donc, parfois, il faut regarder un petit peu plus de l'autre côté du voile pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Il faut demander à qui ça profite, hein, parce que ça fait générer beaucoup de clics sur Internet. Donc, c'est sûr, là, j'en ai parlé la dernière fois, là, il y avait une vidéo d'une dame qui avait été abusée sexuellement, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est mettre un écart, un compas dans la vidéo, puis là, ben ça y est, c'est les francs-maçons. Mais il n'a jamais été mentionné de francs-maçons là-dedans. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut discerner. Quand tu parles de religion catholique et tout ça, on pourrait peut-être faire un autre segment, enfin un segue vers notre sujet principal, qui est quelle est la place de Dieu en franc-maçonnerie. C'est un sujet quand même assez intéressant d'en parler. D'ailleurs, notre frère Yves et notre sœur Claudia avaient eu quand même des conversations très intéressantes. Puis, en fait, hier, notre frère Sylvain, en conversation par téléphone, m'a dit peut-être que ce serait bon de continuer ce genre de conversation-là. Et je suis tout à fait d'accord parce que c'est important de mentionner que au début en fait du 17e siècle, même ça allait jusqu'au 18e siècle, les premiers francs-maçons ils étaient catholiques ou protestants. T'sais. Les plus anciens manuscrits connus, même dans les loges d'inspiration, n'utilisent cependant jamais l'expression précise du grand architecte de l'univers. Mais il y a certains manuscrits, dont celui-là de Dumfries de 1710, qui mentionnent quand même The Great Architect of Heaven and Earth. Donc, c'est pas loin quand même du grand architecte de l'univers. Mais sinon, on va parler aussi dans d'autres rituels, dans ce temps-là, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il mentionne même que l'apprenti franc-maçon doit être fidèle à Dieu et à la Sainte Église catholique. Donc, on voit quand même que les origines maçonniques pour plusieurs rites, en fait, ont beaucoup d'origines, en fait, de liens avec la chrétienté. T'sais. Aujourd'hui, ça a évolué avec le temps, mais on voit quand même que depuis le tout début de la maçonnerie, même en 1723, quand on parle des constitutions d'Anderson, je veux dire, le pasteur Anderson, lui, en fait, en 1723, c'est même un des premiers moments où il parle justement of the Great Architect of the Universe. Donc, je ne sais pas si ça vient exactement de lui, mais on peut voir quand même ce côté d'être relié avec Dieu venant du tout début de la maçonnerie. Ça a évolué un peu avec le temps, mais c'est intéressant de vous entendre, de voir votre vision là-dessus. Sylvain, toi, c'était quoi vraiment les objectifs de voir, en fait, de vouloir en parler aujourd'hui? Bien, c'était d'une part de clarifier là, qu'auprès des profanes et de tout ce qui est dit sur Internet, qui laissent croire que nous, on voue un culte à Lucifer, là, alors que c'est tout à fait faux, puisque la plupart des maçons, il y a certaines obédiences qui vont être plutôt laïques, adogmatiques ou agnostiques. Et il y a d'autres loges, d'autres obédiences qui, comme nous, par exemple, à la Grande Loge Annie, où on demande à nos membres d'avoir la croyance en quelque chose de plus grand que nous. Donc, une croyance en Dieu, mais on n'ira pas à dire, bien, Dieu, voici son nom, puis c'est ce Dieu-là, c'est le Dieu des catholiques, c'est pas le Dieu des protestants. En fait, c'est le Dieu de son cœur. Donc, c'est libre à chacun maintenant d'avoir une relation avec le Dieu de son cœur, puis de vivre sa religion comme il l'entend. Le but de la maçonnerie, c'est de travailler sur soi, puis devenir une meilleure personne et de pratiquer les vertus. C'est les mêmes vertus théologales qu'on peut retrouver là, au niveau aussi de certaines religions là, qui prônent les mêmes choses. Donc, il n'y a rien de satanique ou de luciférien. Mais ça, là, c'est dans la tête de certains radicaux
fondamentalistes religieux, là, qui eux autres vont dire, ben là, nous autres, on croit à un dogme, mais là, si la maçonnerie nous apprend à être libre de penser, puis nous dit que non, vous pouvez croire au Dieu de votre cœur, ben là, ça, c'est contre nos principes, donc c'est automatiquement luciférien. Tu sais, c'est le fameux argument irréfutable, là, ben, dès que ça correspond pas aux valeurs de cette église ou religion ou dogme-là, ben, tout de suite, c'est rejeté du revers de la main en disant que c'est tout de suite luciférien. Alors, c'est facile de coller cette étiquette-là là, à tout ce qui est contraire à leur mode de pensée. Donc, évidemment, ben, la maçonnerie, avec ce qui est arrivé avec Léo Taxil, ce qui est arrivé au cours de l'histoire, si on pense aussi avec les nazis, tout ça, bien, on nous a souvent attribué, là, puis dernièrement, j'ai vu encore un livre qui est sorti d'un maçon qui dit que c'est un ex-maçon qui dit que la franc-maçonnerie, c'est luciférien, alors que c'est totalement faux. Donc, encore là, c'est possible que dans certaines loges, il y ait des gens tordus puis qui pratiquent des rituels, on l'a vu. Il existe des organisations qui ne sont pas du tout maçonniques, mais qui se disent être des maçons puis qui font des trucs comme ça. Mais dans la vraie franc-maçonnerie, il n'y a pas de trucs comme ça. Ouais. Alors voilà, j'ai dit ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, pour aller... Moi, je suis quelqu'un qui est croyant, je crois en Dieu. Même, je fais plus que croire, je l'expérimente parce que j'ai vécu mes expériences à travers ma vie et j'ai une foi quasi inébranlable, mais ce n'est pas une foi qui est reliée à un dogme ou une religion, c'est une foi à partir de mon expérience personnelle à moi avec Dieu. Alors, moi, je suis un croyant, puis si quelqu'un veut me dire le contraire, bien, je vais l'envoyer paître parce que ce qui est important, c'est ce que moi, je vis dans mon cœur et ce que je suis. Et ça se reconnaît par mes actions et non par mes paroles. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai maçon. Donc, voilà, j'ai dit. Donc, je vais passer la parole, Franco. Je vais te laisser ouvrir le sujet avec... on a un frère qui est peut-être un petit peu plus laïque, puis une sœur aussi qui est d'une certaine spiritualité. Donc, on va laisser le débat s'installer. Oui, bien, qu'un débat, au moins, qu'il y a un petit peu d'animation, là. Mais tout ça pour dire que, comme j'ai mis en introduction, on parlait de la maçonnerie, des racines vraiment chrétiennes, tu sais, au 17e, 18e siècle et tout ça. Tranquillement, cette chrétienté, s'est un peu... pas transformé, mais peut-être évolué, on va dire que on a admis un petit peu plus le côté laïque. Donc, dans certaines obédiences, on a passé du grand architecte de l'univers à la franc-maçonnerie universelle. J'aimerais ça vous entendre, Claudia, Yves, là-dessus, vos opinions là-dessus sur la spiritualité, la chrétienté en maçonnerie. Pour vous, c'est à quoi comme place, en fait? Pour moi, c'est vraiment une démarche qui est spirituelle. Okay. C'est vraiment quelque chose qui m'a reconnecté avec... c'est à travers ma démarche maçonnique que j'ai reconnecté. Avant, j'avais une certaine un certain intérêt, on va dire ça comme ça, à la spiritualité, alors que maintenant, c'est quelque chose qui fait intrinsèquement partie de ma vie. Et puis, le symbolisme au niveau de la maçonnerie, surtout au niveau du RE2A pour moi, c'est le rite que je pratique, c'est quelque chose qui m'amène à considérer le grand architecte de l'univers qui peut représenter, comme Sylvain disait tout à l'heure, n'importe quelle force supérieure, qu'on la nomme univers, la source, Dieu, Krishna, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est le symbole qui représente une force qui nous dépasse. Pour moi, c'est ça, c'était vu que ça prend tellement de place dans ma vie, mais on avait été souper avant le COVID tous ensemble, les 4 ensemble. Oui. Et puis, c'est la question que j'avais posée à mon frère Yves parce que je me disais, pour moi, ça prend vraiment une place importante. Pour moi, la foi est une vertu théologale qui est très importante. Puis je me demandais comment lui vit ça, sachant qu'il se considère comme athée. Fait que je lui laisserai la parole peut-être pour le présenter, lui, comment il le voit. Oui. Yves? Ouais, j'ai été d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit, sauf peut-être la finale de Sylvain quand il a dit il est laïque alors que Claudia a une certaine spiritualité. Je pense que là, c'est une grave faute de supposer qu'un laïque n'a pas de spiritualité. Il y a quand même beaucoup de choses à nuancer. Et on aborde beaucoup de sujets à la fois, donc je vais y aller d'une manière plus méthodique, disons, en abordant d'abord un seul sujet, puis on continuera ensuite. Mais je pense que tu as commencé en parlant des origines chrétiennes de la franc-maçonnerie, puis ensuite,
l'évolution de la franc-maçonnerie, puis dans un dernier temps, si on divise ça en trois, il y a peut-être la franc-maçonnerie actuelle et qu'est-ce que c'est qu'une franc-maçonnerie laïque par rapport à une franc-maçonnerie qui travaillerait au grand architecte de l'univers. Tu sais, c'est trois sujets. Ouais. Sylvain et Claudia ont abordé ensemble d'une manière très, très condensée. Là. Moi, je commencerai seulement par les origines de la franc-maçonnerie. C'est pour moi une évidence que c'est une origine chrétienne. Hein. Peut-être même, ça prendrait un égyptologue là, pour nous dire la place du symbolisme de la pierre, on le sait avec les pyramides, les pharaons dans l'ancienne Égypte, mais les origines chrétiennes sont plus faciles à attester. Hein. Jésus dit « Pierre, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon Église ». Et puis les premiers alchimistes du christianisme ont comme symbole central la pierre. Hein. C'est ce que nous sommes, nous, francs-maçons, nous sommes des pierres. Et ça vient de là, ça vient des premiers siècles du christianisme. Pourquoi la pierre? Parce que ils essaient de comprendre le mystère de l'incarnation. Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, Dieu est apparu dans la nature. Alors, il y a un Dieu à l'intérieur de nous et il y a un Dieu dans la matière. Et c'est pourquoi on dit que l'être humain est une pierre. Et là, le travail de la pierre, c'est un peu comme la recherche du Dieu intérieur. Ça devient comme une métaphore de spiritualisation de la matière. Alors, c'est comme ça que les premiers alchimistes se sont opposés aux gnostiques qui considéraient que la matière était déchue, alors que pour l'alchimie des premiers siècles du christianisme, la matière n'est pas déchue parce qu'elle a été visitée par Dieu. Jésus s'est fait homme. Et là, il y a une possibilité de rédemption. Et nous, on a hérité de toute cette symbolique-là. Je me souviens d'une loge qui s'appelle, en France, qui s'appelle encore Pierre vivante. C'est un beau nom. Hein? Alors, on a hérité de cette symbolique-là de la pierre qui nous fait penser qu'il y a un Dieu caché en nous, qu'il y a un Dieu caché dans la nature et qu'il nous faut le développer. Mais c'est une métaphore pour moi de l'éveil spirituel. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça soit indispensable de passer par le rite religieux pour y accéder. Le rite maçonnique peut, la transmutation des métaux, on s'entend que ça devient aussi une métaphore, là. On n'a pas de quoi d'alambic. Mais je pense, je vais m'arrêter là, je pense qu'on a hérité d'une symbolique qui est d'origine chrétienne. Ça, pour moi, c'est indubitable. Oui. Tu sais, je vais donner un autre exemple dans un livre, en fait, qui s'appelle The Three Distinct Knocks. C'est un livre qui a été publié à Dublin et à Londres en 1760. Et justement, ça fait partie, dans le rituel qu'il est écrit dedans, c'est marqué « Ô Seigneur Dieu, grand et universel maçon du monde et premier constructeur de l'homme, comme s'il était un temple. » Donc, même dans ces années-là, on parlait justement de Dieu et de la chrétienté un peu partout là, dans les rituels. Donc, oui. Les premiers francs-maçons opératifs, ils construisent des cathédrales, puis là, ils trouvent des techniques architecturales pour faire s'élever la pierre. Donc, c'est cette élévation de la pierre dans la cathédrale, c'est une spiritualisation de la matière. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans la symbolique maçonnique. C'est l'idée que nous sommes ici non pas pour cracher sur tout le monde, mais au contraire pour l'élever spirituellement. Dans l'histoire, donc, le moment où que le Grand Orient de France s'est séparé, en fait, de son association avec la Grande Loge unie de l'Angleterre, selon toi, c'était quoi les raisons principales, en fait, de cette séparation-là? C'était probablement religieux aussi, là-dedans, non? Ben là, il y a toute l'émergence de ce qu'on appelle les Lumières en Europe, avec la science, avec Galilée, avec Descartes, avec l'idée que l'être humain peut obtenir une représentation du monde qui soit différente de celle des religions héritées. Et puis,
une volonté d'émancipation qui passe par l'affirmation de la liberté de conscience. Hein. C'est ce que l'Église a refusé à Galilée. On ne lui a pas dit « vous avez la liberté de conscience ». On lui a dit « admettez que vous êtes dans l'erreur, sinon on va vous brûler ». Alors, il y a dans la franc-maçonnerie du 19e siècle, particulièrement au Grand Orient de France, un souci d'élargir cet espace de liberté au sein des francs-maçons pour permettre la cohabitation de ces nouvelles approches, de toutes les approches possibles concernant la nature et l'être humain. Et donc, le Grand Orient de France ne fera pas la promotion de l'athéisme, mais il va simplement accepter que des athées puissent devenir francs-maçons au nom de la liberté absolue de conscience. Alors, c'est pas un rejet. D'ailleurs, la franc-maçonnerie va rester déiste pour une bonne partie de ses loges en France au XXe siècle. Il ne faudrait pas penser que cet athéisme qu'on associe au Grand Orient de France est un phénomène majoritaire. Certainement que c'est plus présent au Grand Orient de France, au Grand Orient de Belgique, que dans d'autres obédiences adogmatiques européennes, mais à mon sens, il ne faut pas associer cette laïcité. On pourrait aussi parler de la laïcité dans l'espace public. Là, on a un beau cas d'actualité, nous, avec la loi 21, mais ce n'est pas du tout associé à l'athéisme ou au rejet de la spiritualité. C'est au contraire une affirmation qu'il faut donner à l'esprit humain une grande liberté dans son exploration de l'inconnu qu'est ce monde. Selon vous, pourquoi le passé du grand architecte de l'univers à la franc-maçonnerie universelle? Peux-tu répéter la question? Pourquoi? En fait, pourquoi pas? J'allais dire, pourquoi passer du grand architecte de l'univers à la franc-maçonnerie universelle? Je vais laisser les deux autres répondre, puis après, je vais le faire. Claudia? Je vais prendre la parole. Je parlais cette semaine avec mon frère Ronan qui nous écoute justement présentement. Et puis, on parlait un peu de ça, justement, de la franc-maçonnerie universelle. Puis ce qu'on disait, c'était que la franc-maçonnerie en tant que telle... Si chaque personne travaille sur sa pierre et que sa pierre fait partie de l'édifice, l'édifice de toute l'humanité va s'en trouver grandement amélioré. Et je pense que l'objectif ici est que chaque personne puisse se réaliser, un peu comme tout à l'heure, mon frère Yves disait, que de pouvoir justement... trouver cette parcelle-là qui est à l'intérieur de nous et la réaliser, puis la réaliser dans la matière. Donc, je pense que si chaque personne peut arriver à sa propre réalisation, à ce moment-là, justement, l'humanité va en bénéficier. Puis, c'est un peu ça pour moi, la franc-maçonnerie universelle. C'est que sans égard à une croyance, chaque être humain possède le potentiel de se réaliser. Donc, qu'il croit dans le grand architecte de l'univers ou pas, il y a toujours cette parcelle-là puis cette capacité de se réaliser, puis que l'humanité se réalise à travers ça. Mais moi, pour ma part, je dirais que un jour, j'étais assis avec un grand sage des Premières Nations, puis il me posait des questions comme ça, autour d'un feu. Puis il me disait, bien Sylvain, les frontières, là, lorsqu'il y a des nuages qui passent dans le ciel, est-ce qu'ils s'arrêtent aux frontières du Canada et des États-Unis? Je dis, non, les nuages passent. Et là, il me dit, OK, puis je voulais poser la question comme ça. 5 minutes plus tard, il me revient avec une autre question, et là, c'était avec les virus, les microbes. Ensuite, une autre question avec les animaux, à savoir si les animaux, lorsqu'ils traversaient un terrain, s'ils s'arrêtaient à la frontière du terrain. Eh bien, j'ai dit non, mais à la fin, il m'a dit, je lui ai demandé, mais pourquoi tu me demandes ça? Et il me dit, tu vois, chez l'homme blanc a besoin de mettre des limites et des frontières dans sa tête pour délimiter ce qui l'entoure et contrôler ce qui l'entoure. Mais dans le fond, les limites existent effectivement dans notre tête. Et c'est un petit peu comme ça aussi dans la maçonnerie, je vous dirais que il y en a qui croient en Dieu. Ceux qui croient en Dieu disent « Oh non, faut bannir ceux qui ne croient pas en Dieu. » Mais comme Claudie a dit,
la franc-maçonnerie universelle, c'est qu'on travaille tous à devenir de meilleures personnes et quelle que soit la croyance, parce que même s'il y en a qui sont athées, ils ont quand même une spiritualité, comme disait Yves tantôt. Je me suis peut-être mal exprimé, mon cher frère. Je voulais pas te flageller avec de tels propos. C'était simplement pour, je dirais, dépeindre le portrait, pour lancer le débat, comme on dit. Mais effectivement, puisqu'on travaille tous sur la même pierre à bâtir cet édifice-là qui est la maçonnerie universelle, bien, les seules limites que l'on a existent dans notre tête. Et si on va dans notre cœur, eh bien, il n'y en a pas de limite. Oui. Ouais, pour ma part, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce sont des formules, on pourrait chipoter des trucs pour trouver une différence entre grand architecte de l'univers et franc-maçonnerie universelle, mais ce sont des formules qui expriment l'espoir, l'idéal que nos vies s'insèrent dans une vie qui est plus grande, hein, dans l'espace et dans le temps. Hein. Cette chaîne nous vient du passé, elle tend vers l'avenir. Par elle, nous sommes rattachés, à la lignée de nos ancêtres par elle. Alors, on a cet idéal d'accéder à plus grand que nous-mêmes sur le plan spirituel et on trouve des formules qui expriment cet idéal. Pour une époque, la formule, ça sera grand architecte de l'univers, ou pour une autre époque ou pour une autre sensibilité philosophique, ça sera la franc-maçonnerie universelle. Nous, on utilise, on permet, dans nos rituels, les deux formulations sont là et on laisse le soin au vénérable maître ou aux loges de prendre celle avec laquelle il a l'impression de s'élever le plus et d'élever le plus son égrégore. Voilà. Ouais. On sait qu'au 19e siècle, sous l'influence d'Auguste Comte au Grand Orient de France, on considérait que l'humanité, c'était le grand être. Hein, que l'humanité, on voit ça aussi je ne sais pas si vous avez ça au rite... Moi, je connais surtout le rite français, là, mais lors d'un voyage de l'impétrant, là, lors de l'initiation au grade de compagnon, vous savez peut-être l'importance là, de l'humanité. Il y a un voyage qui est centré là-dessus. Alors, l'humanité devenait l'expression de l'idéal pour celui en quête de plus grand que soi. Alors, Dieu, grand architecte de l'univers, franc-maçonnerie universelle, pour moi, ce sont autant de formulations de notre idéal de dépassement de nous-mêmes, que nos vies ne s'arrêtent pas à l'instant présent, puis à nos tâches quotidiennes, mais s'insèrent dans une trame dont on découvrira jamais l'amplitude et la profondeur, mais nous l'espérons plus ample et plus profonde que ce que nos tâches quotidiennes et notre routine nous donnent à voir. Tu sais, quand on parle plutôt beaucoup de l'universalité, mais dans les rituels, les rituels sont encore jusqu'à aujourd'hui beaucoup chrétiens, tu sais. Surtout si on parle du rite écossais ancien accepté, du rite écossais rectifié, comment que, tu sais, justement, la personne qui est laïque, qui n'est pas nécessairement chrétien, c'est pas... Est-ce que... Vas-y. Mais je ne veux pas prendre trop d'espace, mais je me sens interpellé beaucoup par cette question-là. Ouais. Justement, tu vois... Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit j'aurais beau avoir une foi pouvant déplacer les montagnes, j'aurais beau avoir tout l'or du monde, tambour et... il nomme un autre instrument de musique, je ne me souviens pas. Trompette, peut-être, les trompettes de Jéricho. Et il dit si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, tu vois. Donc, la foi... C'est peut-être pas la vertu théologale la plus importante, même si moi j'aimerais bien avoir la foi peut-être comme Sylvain ou Claudia, mais l'amour, la capacité d'aimer, ça me paraît fondamental. Puis c'est ce que Saint Paul dit, sans l'amour, je ne suis rien. Donc à mon sens, la franc-maçonnerie laïque peut se distinguer et se justifier aussi par sa capacité d'aimer dans le travail de la pierre, dans le travail qui se fait en loge, dans le travail sociétal.
Et ça me paraît la clé de voûte pour ce que nous tentons d'ériger, l'amour. Et cet amour peut subsister malgré les doutes de la foi. Alors, c'est ce que saint Paul dit. L'amour sans la foi est possible, mais la foi sans l'amour, c'est stérile et c'est que de l'artifice. Je pense que la foi sans l'amour, on appelle ça du fanatisme. Oui. Mais vous pensez de quoi du fait que justement certains rites, tu sais, comme si je prends l'exemple le rite du rite écossais, en fait le régime écossais rectifié, qui a vraiment une vocation chrétienne et tout ça, est-ce que, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement soit une spiritualité ou qui n'a pas vraiment d'attachement avec la chrétienté, c'est peut-être pas nécessairement recommandé pour lui faire pratiquer ce rite-là. Moi, j'ai déjà vu quand on parle du côté religieux et tout ça, j'ai déjà vu des frères qui étaient en fait musulmans, que malheureusement, il y a eu une cérémonie de CBCS qui avait été mise publiquement sur Internet et ça lui a causé beaucoup de tort, parce que on voyait finalement un musulman porter serment à une croix chrétienne pour obtenir son degré de chevalier templier. Je dis, si on revient à ce genre de choses-là, ou sinon vers la RE2A, même à certains degrés, il y a beaucoup de ressemblances, pas de ressemblances, mais d'attachement avec la religion catholique. Comment j'essaie de penser un peu, je viens de perdre la question, en fait, l'affirmation que je voulais faire, mais comment vous voyez ça, en fait, cette laïcité-là, avec tous ces symboles-là religieux? Qu'on peut encore voir aujourd'hui dans nos rituels. Là. Que tu me donnes la parole? Ben oui. La parole est libre. Là, c'est parce que tu as parlé du RER. Ouais. Et tu as mentionné les rites les rituels de consécration de chevalier. Mais ceux qui les font disent eux-mêmes, et tu le sais probablement, Franco, que là, on n'est plus dans la franc-maçonnerie. On est dans la chevalerie. Ils font eux-mêmes cette distinction. Ouais. Ça, c'est une première chose à dire. Le RER, à mon avis, peut faire preuve d'ouverture d'esprit. Il y a eu des exemples historiques. Il y a un grand philosophe du 19e siècle, Louis-Joseph Proudhon, qui est devenu franc-maçon, dans une loge du RER en France, à Besançon, pour dire 2-3 mots sur Proudhon. C'est un des théoriciens du socialisme. C'est lui qui a dit la propriété, c'est du vol. Bon, il avait 25 ou 26 ans quand il est passé sous le bandeau et puis on lui pose la question « Quels sont vos devoirs envers Dieu? » Et il répond « Lui faire la guerre. » Alors là, son auditoire est stupéfait. Hein? Et puis on lui demande de préciser et puis il dit « Oui, lui faire la guerre parce que l'idéal de Dieu est si élevé que nous, les humains, nous ne pouvons espérer l'atteindre et ceci nous diminue. » Il dit quelque chose comme ça, que l'idéal de Dieu équivaut pour lui à une diminution de l'humanité. Alors, il a 26 ans, puis les maîtres de sa loge délibèrent, et puis on a tout ce récit-là dans les dictionnaires de la franc-maçonnerie, et puis finalement, on trouve qu'il a beaucoup d'audace, beaucoup d'ardeur, et on admire son intensité, puis la franchise de ses réponses, et puis on l'admet, puis il va être initié au RER, puis il ne va jamais, tout athée et tout socialiste qu'il était, il ne va jamais quitter cette loge du RER qui était pénétrée de symbolique chrétienne. Hein? Et puis il va faire 20 ou 30 ans de franc-maçonnerie dans cette loge-là. Alors, mon point de vue, avant de donner la parole aux autres, c'est qu'on peut s'intéresser à un des plus grands spécialistes de l'islam en France, c'est Henri Corbin. Il n'est jamais devenu musulman, mais il s'est intéressé à la spiritualité de l'islam, au soufisme, il a écrit, il a enseigné là-dessus. Je pense que de la même façon, on peut s'intéresser à la spiritualité chrétienne, à la musique sacrée, à l'architecture, aux cathédrales, au symbolisme qu'il y a dans certains animaux héraldiques, le pélican, ou je ne vais pas
nommer trop de choses initiatiques, mais Ouais. je pense qu'on peut avoir un intérêt très sincère pour ça sans avoir été baptisé. Donc, à mon avis, l'habit ne fait pas le moine. On peut s'intéresser à la spiritualité chrétienne sans pour autant être chrétien, puis avoir reçu une autre tradition religieuse en héritage. Vous savez, l'éveil spirituel puis l'évolution spirituelle, c'est pas quelque chose qu'on reçoit avec le lait maternel. C'est un parcours où on peut explorer, et puis je vois pas pourquoi un musulman pourrait pas explorer la spiritualité chrétienne à travers le RER, de la même façon qu'Henri Corbin a participé à des cérémonies soufis sans prononcer la formule que Allah est le seul Dieu et Mahomet est son prophète. Ouais. Excellent. Vas-y, Sylvain, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose? Aussi que si on remonte bien avant la chrétienté a pris ses sources dans d'autres courants initiatiques et mystiques aussi, là, qui remontent autant à l'Égypte qu'à la religion juive, au judaïsme ou à d'autres saveurs qui existent, là. Donc, la chrétienté, c'est pas arrivé comme ça spontanément lorsque Jésus est arrivé, puis que ça a continué, là, mais c'est empreint de valeurs qui existaient déjà avant. Donc, on peut dire aujourd'hui, oui, on est teinté dans la maçonnerie de chrétienté, mais ces valeurs-là appartenaient à bien d'autres choses qui existaient avant aussi. Donc, c'est pas seulement de la chrétienté, et c'est pour ça aussi que souvent, entre les musulmans et la chrétienté, il y a certaines valeurs qui se rejoignent. Il y a certains liens qui se font. Et la source peut être parfois la même aussi. Donc, il ne faut pas nécessairement dire, ah bien, oui, c'est empreint de chrétienté parce que c'est la religion de masse aujourd'hui qui est sur la planète, mais gardez en tête que la chrétienté, c'est aussi teinté d'autres religions qui ont apparu avant. Claudia, tu sais, au départ, ce sujet-là était basé un peu sur vos conversations. Y avait-tu un autre point particulier qui serait intéressant peut-être de porter avant la fin de cette émission-là? On avait bu, c'est pour ça qu'on se rappelle plus. Moi, ce que j'avais beaucoup apprécié cette conversation-là, et puis ce que j'avais trouvé le plus intéressant dans ça, c'est vraiment de constater que Yves et moi, même si on n'emploie pas nécessairement les mêmes termes, on va pas nécessairement conceptualiser les choses de la même façon. Quand on parle de notre expérience, c'est la même expérience, c'est notre expérience de la vie, puis de certaines choses qu'on a vécues, même si on la nomme pas pareil, elle se rejoint. Et puis, c'était pour moi aussi quelque chose de représentatif face au fait que il y a plein de voies pour l'être humain pour se réaliser. La franc-maçonnerie est une parmi toutes ces voies-là, puis les rites qui sont particulièrement chrétiens sont une parmi tous les rites de la franc-maçonnerie, sont certaines voies. Puis il y a pas de chemin meilleur qu'un autre. C'est vraiment le fait que les gens doivent se sentir à l'aise dans leur processus d'évolution personnelle. Et puis, en bout de ligne, l'expérience peut se rejoindre, même si on peut des fois avoir des divergences d'opinion sur des mots ou sur des concepts, mais la vérité du cœur, elle est universelle. Puis je trouvais ça vraiment beau. Une chose par rapport à ça, moi, qui m'a touchée beaucoup, c'est dans le film Terra Masonica. Si je me trompe pas, il me semble que c'est en Inde, mais on voyait une loge où est-ce qu'il y avait 5 volumes de la loi sacrée différents qui étaient ouverts à l'avant. Et donc, eux, ils disaient, nous, on a des membres qui prêtent allégeance à différentes religions et tout ça. Donc, pourquoi pas aller dans ce sens-là? Et puis, je trouvais que c'était d'une grande beauté et puis que ça contribue à la franc-maçonnerie universelle. Ouais. Ben moi, durant mon voyage au Mexique, quand j'ai été visiter le Grand Orient du Mexique, je pense que j'en avais déjà parlé, le livre principal qu'on voyait, c'était le Coran, mais il y avait aussi la Bible qui était là et les constitutions de l'obédience. T'sais. Donc, on avait le choix de... quand on fait notre serment, on pouvait choisir le livre qu'on voulait. T'sais. Donc,
pour moi, c'est une belle ouverture, justement, à la spiritualité, puis de le choisir, de l'avoir. Tu sais, le Dieu de son cœur, ben, c'était un peu comme ça aussi. Là, donc, excellent. Vite, on va aller voir les commentaires dans le chat de Facebook. On a Ronan qui dit que certains side degree requièrent la foi chrétienne. Oui, ça va dépendre du rite en question, mais oui, on va certainement le voir aussi. On a Carl-Henri qui dit « La symbolique maçonnique est antérieure à la religion chrétienne. » Ça revient aussi un peu à certaines choses qu'on disait que la maçonnerie pourrait relever de plus de 6000 ans, jusqu'aux bâtisseurs des pyramides et tout ça. Donc, ça va faire partie aussi de ces réflexions-là. Mon cher Yves, on te voit la binette finalement. Tu te prépares pour la fin de l'émission pour me dire bye-bye? Saluer sans vous voir et vous sourire un peu. Oui, exactement. Donc, on arrive bientôt, en fait, on est rendu à la fin de l'heure. On a déjà fait 1 heure ensemble, malgré que la part de nos auditeurs sont tous partis voir le lancement de la fusée SpaceX. Donc, mais on est quand même content de vous voir dans le chat de notre page Facebook. Pour le mot de la fin, on va commencer, je dirais, avec... Claudia? Je me suis interpellée par ce son-là. Sa musique qui m'introduit. C'est ça. Ben, mon mot de la fin, c'est que c'est toujours intéressant de pouvoir partager des perspectives avec les gens. Peu importe des fois les perceptions, les conceptions qu'on peut avoir, le fait de partager amène toujours un enrichissement. Parce que si on dépose une pierre d'un côté, puis on la dépose au centre d'une pièce, si on est d'un côté de la pièce versus dans d'autres endroits, on va la voir différemment. Et puis, les points de vue permettent de voir l'entièreté. Donc, ça nous amène de plus en plus vers la globalité. Puis ça, c'est très riche. Donc, moi, j'apprécie toujours les partages. Et puis, j'ai apprécié le partage avec mon frère Yves sur le sujet. Ça avait été très comment je peux dire, ça m'avait élevé beaucoup de pouvoir discuter. Donc, j'espère que les auditeurs ont pu toucher un petit peu de cette discussion-là aujourd'hui et puis que ça les a élevés aussi. Excellent. Merci. Merci, ma sœur. Mon frère Sylvain, toi aussi, j'en ai une intro pour toi maintenant. Oui. J'aurais cru que tu aurais mis quelque chose avec des chariots qui partent en guerre, parce que parfois, je suis un peu enflammé dans mes propos. Attends, je vais voir qu'est-ce que j'ai d'autre, là, comme... ouais, non, les seules autres choses que j'ai, c'est ça. Sinon, sinon, on peut s'amuser comme ça. Là, tu pourrais mettre la musique de X-Files, peut-être. Là. Ouais. Ça pourrait, on pourrait faire ça éventuellement. On pourrait faire ça, ouais. Moi, je suis toujours rempli de joie quand je vois qu'on peut parler de Dieu et de religion sans se sauter, se grimper le toupet, comme on dit, parce que souvent, ce genre de discussion-là entre les gens devient très animé et... parfois, ça peut mal tourner parce que chacun a un petit peu ses propos, tout le monde détient la vérité. Et ce qui est bien comme ça en maçonnerie, c'est qu'on partage, mais personne ne détient la vérité. On parle tous avec notre cœur, on parle de notre expérimentation. Puis, il y a une certaine notion de non-jugement avec bienveillance qui est dans ça. Alors, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on peut tous partager sans dire « Hey, c'est mon Dieu à moi qui est le bon, c'est pas le tien. » Eh bien, tout le monde a raison. C'est ce qui est bien. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire et vous souhaiter une excellente journée. Merci, mon frère. Moi, le seul petit point qui me fait penser à tout ça, c'est pour moi, autant que je vais le couvrir un peu comme mon mot de la fin avant de parler à notre frère Yves. C'est juste que je ne veux pas l'oublier, là, moi, avec mon TDAH, là, mais c'est le fait de dans le monde présentement, les plus grosses guerres qu'on a eues dans l'histoire, ça a toujours été des guerres de religion, tu sais. Puis on prend en nommer le titre de ces guerres-là. T'sais. Mais au moins, l'important, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on réussit à faire? Si on est capable de parler de notre religion dans le respect ou de notre spiritualité, puis de trouver un fond de vérité là-dedans. T'sais. Fait que
c'est intéressant. Tu sais, comme moi, ben, je suis quand même catholique. J'ai été baptisé, confirmé, même marié dans une église catholique. Mais est-ce que je vais vivre ma chrétienté? Je vais vivre plutôt ma spiritualité. Tu sais, oui, je vais prendre des éléments de cette religion-là, mais je vais peut-être prendre d'autres éléments aussi pour faire ma propre spiritualité, pour mieux m'élever. Tu sais. Donc, là, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Je vais probablement recevoir une lettre d'excommunion dans pas long, là, mais bon, c'est dit. C'est pour ça, Franco, sur tes posts Facebook, tu as plein de gens qui viennent dire Jésus est la vérité, Jésus t'aime. Tu vois, ils te reconnaissent. C'est ça, c'est Jésus est mon sauveur, mon Seigneur et mon berger. Mais oui, mais bon. Merci Sylvain, mon frère. Mon frère Yves, ton mot de la fin, toi? Pas de musique? Ah, toi, attends, j'ai peut-être une musique pour toi. Mon frère, qu'est-ce que je peux bien faire? Mettre une musique classique, la messe en si mineur de Bach. Ah ben là, tu m'en demandes trop. J'ai pas préparé ça, par exemple, pour toi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Tu vois comment que le monde t'apprécie, mon frère, là? Je reconnais ceux qui ont fait la vidéo, là. C'est ça. On salue tout le monde du bonnet, là. C'est tous eux autres qui t'applaudissent présentement, là. Vas-y donc, mon frère, avec ton mot de la fin. Ben moi, je me sens très proche comme être humain et comme maçon de la spiritualité chrétienne, mais je pense que les religions ont un peu fait leur temps pour ce qui est des défis de la spiritualité au 21e siècle. Ça pourrait être un prochain sujet. Nous, les francs-maçons, on a fait tomber beaucoup de barrières et la dernière qui reste, c'est celle entre nous et la nature. Et je crois que c'est indispensable d'avoir une spiritualité qui nous permet de sauver la nature avec nous-mêmes dans notre effort de spiritualisation. On ne peut plus penser comme au début du christianisme, quand on souciait de gagner son ciel et quitte à ce que la terre brûle, tu vois, puisque ce n'était qu'une vallée de larmes. On ne peut plus penser que la nature n'est qu'une vallée de larmes. Sinon, on va pleurer, puis nos descendants vont pleurer longtemps. Alors, il nous faut une spiritualité qui soit adaptée aux enjeux qui sont nouveaux pour l'humanité. On n'a jamais eu de tels défis. Et là, quelle peut être notre contribution? Quelles peuvent être les contributions des religions? Ben, je suis un peu à la recherche. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais je pense qu'on a là un très beau sujet pour une prochaine émission qui pourrait suivre celle-ci. Excellent. Merci, mon frère. Moi, sinon, de mon côté, ben, encore une fois, un grand merci à tous ceux et celles qui participent à notre émission. Merci à tout le monde qui ont été aujourd'hui dans le chat, donc facebook.com/soulebando. Il y a toujours notre site web soulebando.ca. D'ailleurs, on a une nouvelle boutique maçonnique, en fait, si vous voulez acheter des chandails, de l'émission Sous le bandeau, des tucs qu'on a sous le bandeau. En fait, je vais le montrer rapidement. Vous allez sur soulebando.ca et à l'intérieur du site web, donc on va juste le montrer vite comme ça. Vous allez ici, vous cliquez sur l'onglet en fait boutique officielle et de là, ici, vous allez avoir accès à toute la nouvelle marchandise qui est là. Donc, on a des chandails sous le bandeau, on a des casquettes, on a des hoodies parce que notre sœur Claudia voulait un hoodie. C'est fait, elle l'a reçu en cadeau de fête. Enfin, elle va le recevoir bientôt, mais c'est déjà commandé, ma sœur. Tu vas avoir un beau hoodie. Puis je m'en suis commandé un aussi parce que j'étais un petit peu jaloux parce qu'il était quand même pas mal beau. Donc c'est disponible présentement. Bientôt, on va avoir des casquettes, des tasses, des sacs à dos sous le bandeau si vous voulez. Là. On a même des tabliers pour faire la cuisine. Voyez-vous ça? Pas des tabliers maçonniques, mais des tabliers pour faire la cuisine. C'est fantastique. Donc vous irez voir ça sur la page soulebando.ca. Il y a un petit onglet qui s'appelle boutique. Puis ça va nous faire plaisir de vous offrir ces produits-là. Puis tous les profits, en fait, s'il y a des profits, on fait peut-être $1 là, $1 ou 2 là, par item, mais ça fait en sorte que ça nous aide à payer les serveurs audio et tout ça, les serveurs web, toute la technologie qu'on utilise en arrière de tout ça, ça sert tout simplement à payer ça pour que vous ayez une belle gratuité puis un son de qualité, une image de qualité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, Sylvain? Je pense que tu allais dire quelque chose? Ça aide à payer le salaire du suprême grand maître Vaillancourt pour illuminer et contrôler tout le Québec au complet. Oui, et ça paye ses serveurs d'intelligence artificielle aussi, c'est pour ça, c'est important. Oui, les études et les recherches coûtent très cher en matière d'intelligence artificielle, donc oui.
Mais là, tu vois, Yves, on a fait un bon segment qu'ils vont être capables de réutiliser. Là. Donc, ça va être bien fait. Là. Écoute, il n'y aura aucun problème. Je vais t'envoyer mon avocat. Sinon, vu qu'il envoie notre avocat, on a besoin de sous aussi pour les membres Patreon pour se défendre de cette cause-là. Donc, on a 3 forfaits. On a le forfait à 3$, le forfait à 5$ et le forfait à 7$ par mois. Le forfait à 3$ qui sont les pierres brutes. Donc, on a le Fat Pack. Donc, un grand merci encore une fois à nos amis du Fat Pack. On a aussi les auditeurs flamboyants. Donc, on a Cindy Netilope Cal-Henry qui était justement dans le chat aujourd'hui. Donc, bonjour Cal-Henry. Vincent, Vincent, by the way, je l'appelle maintenant notre super fan parce que Vincent a découvert notre émission il n'y a pas très longtemps et je crois qu'il a fait un marathon, littéralement, d'écouter les 41 émissions sous le bandeau, plus les émissions qui sont uniquement disponibles sur notre page Patreon aussi, donc toutes les émissions on the road, dont l'émission qu'on avait faite, moi et mon frère Yves, quand on était revenu de New York aussi, donc il a tout écouté ça, et là, il en demande encore, donc je l'appelle, c'est mon super fan, donc un grand merci Vincent d'être parmi nous, et sinon on a les maîtres podcasters, donc quand on parle de l'élite mondiale, le sommet de la pyramide des Illuminati, on parle de notre frère Éric, notre frère Raphaël, notre frère Raymond, notre frère Alain, notre sœur Cap Jazz, notre frère Dominique, notre frère Michel, notre frère Woody, et on parle aussi de Laurent, de notre frère Cédric, de Thibaut, Pierre, Ronan et un autre Pierre D. Donc un grand merci à tout le monde de nous encourager et de contribuer à l'émission. Ça nous aide beaucoup. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Sous le bandeau. Bye bye.